Affûtez vos pelles parce que vraiment ça va taper fort, vraiment ça va taper fort, on est vénère et puis c'est tout. Aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo YouTube qui m'a été envoyée qui s'appelle On explose les grandes sagas du cinéma, Raptor X Papacito, qui est donc une vidéo de deux fachos connards, donc Papacito qui est donc la personne à gauche et le Raptor qui est la personne à droite. C'est des types qui au fond je pense qu'ils ont ce truc en commun de n'avoir au final jamais rien fait. Ils ne sont que de l'illusion comme ça, c'est des petites marionnettes publicitaires qui sont posées sur internet, qui disent des choses plus grandes que leur propre gueule, mais derrière pas grand chose. Papacito pousse la bouffonnerie jusqu'à être parti vivre en Espagne, donc qui est un pays gouverné par la gauche. Il a quitté la France, ce pays d'islamo-gauchistes, pour aller vivre en Espagne, pays gouverné par des socialistes. Excusez-moi, s'il veut vivre dans les pays qui correspondent à son identité, lui qui dit toujours qu'il est pour les dictatures, qu'il faut assassiner les types et leur couper les mains, il a qu'à partir dans un pays comme ça, il va Russie, et il veut faire la guerre, ça tombe bien, parfait, il va en Russie, lui c'est un vendeur de Poutine, il va en Russie, il va sur le front russe, ah bah il va s'éclater, il rejoint exactement, je suis d'accord avec vous, les Valek, les Bruno Le Salé, toute cette bande de connards qui ont des discours là, sur la patrie, la résistance, alors eux ils se battront, ils iront sur le front, s'il y a des problèmes, alors là vous pouvez compter sur eux, eux ils la feront la guerre, eux c'est des résistants, et ils vont faire quoi ces cons, ils vont faire quoi? Ils fuient une putain de feuille d'impôt pour partir dans des pays qui sont des paradis fiscaux parce qu'ils sont même pas capables de participer à la solidarité nationale. Je ne m'explique pas pourquoi la droite et l'extrême droite n'ont pas ce minimum d'honnêteté intellectuelle d'exiger des personnes qu'elles suivent, qu'elles soient en fait ce qu'elles prétendent. Moi, je vous dis, ouais, je fais du journalisme, j'ai enquêté sur les survivalistes en infiltration, je suis ce que je dis. Les valeurs que je défends, c'est celles que je défends dans ma vie, tous les jours, putain. Papacito, il parle de la famille, machin, il est pas marié, il a pas d'enfant, il parle de la guerre, il est pas allé faire la guerre, il s'est jamais engagé à l'armée, tout est faux, quoi, tout est faux. Le patriote qui est parti vivre en Espagne, qui a jamais fait l'armée, qui a pas de famille, qui a pas d'enfant, c'est juste une mise en scène, c'est tout. Le seul truc qu'ils ont à proposer, c'est une genre d'outrance dans le verbe. Je suis même pas sûr que ce soit autant. Moi, je pense que les gens les ont mis très haut, mais que c'était un peu un effet de mode, et qu'en fait, si tu regardes la réalité, c'est pas si bien, quoi. Ils ont même pas ce truc-là, moi, je trouve. Ils ont même pas une espèce de fulgurance, un truc où tu te dis, ah oui, non, mais dans la personnalité, un charisme et tout. Franchement, je suis désolé, mais Papacito, c'est quoi? C'est un sous-Jean-Marie Bigard de mauvaise qualité en raciste? Est-ce que c'est ça, tu vois, vraiment qui te distingue et qui fait que tu mérites d'être suivi? Raptor avait un ton qui fonctionnait bien sur YouTube il y a 10 ans, mais je voyais déjà que c'était un faf, mais beaucoup d'amis me disaient que c'était juste du second degré. À un moment donné, je pense que c'est des types qui se déguisent derrière le « j'utilise l'humour pour convaincre politiquement et pour faire de l'entrisme politique ». Ça, pour moi, en fait, chez eux, c'est une attitude. Effectivement, c'est ce qu'ils font dans les faits, le Raptor, Papacito, c'est deux gars qui ont utilisé à la fois un côté humour et un côté outrancier pour faire de l'entrisme et convaincre une génération de partir avec eux à l'extrême droite. Cela dit, je ne pense pas que de leur part ce soit le fruit d'une réflexion. Je pense que c'est le fruit d'une profonde et énorme lâcheté. Je pense que c'est des gens qui n'assument pas leur position et leurs opinions politiques. Ce sont des gens qui n'ont aucun courage et du coup, comment est-ce qu'ils font? Eh ben, ils disent ah oui non mais c'est de l'humour, etc. Et ils se cachent derrière l'humour pour ne jamais avoir assumé la moindre opinion, la moindre prise de position. Le Raptor qui tenait des propos outranciers, qui appelait au harcèlement de femmes, qui était en permanence en train de dire oui, un tel, il a fait ci, il a fait ça, je vais le défoncer, je vais le raptoriser. Il avait son propre mot qui jouait le cow-boy d'internet, mais en réalité, quel courage y a-t-il sur internet à insulter et injurier anonymement des femmes? Ce type-là est l'incarnation de quoi? D'un harcèlement anonyme sur internet. Waouh, incroyable. Pareil, chez Papacito, à chaque fois qu'il va en procès, il assume pas politiquement, il dit pas non, je défends ces valeurs-là, j'y tiens, ça incarne ma pensée, moi politiquement je suis ça. Là, il est plus du tout outrancier. Là, d'un coup, le gars, il baisse la tête, il regarde ses pieds, il dit pardon, monsieur le juge, excusez-moi, je suis désolé, en fait, c'est de l'humour Charlie, je suis Charlie, et c'est tout. Ce type-là, il a pas le quart du courage de n'importe quelle personne en manifestation qui se fait arrêter, qui finit en garde à vue. Aujourd'hui, à gauche, combien de personnes anonymes vont se prendre des peines de prison, des emmerdes de ouf et tout, et vraiment bien plus que eux, pour avoir défendu des opinions qui leur sont propres et des opinions qui comptent pour eux et avoir défendu des choses importantes et pour avoir justement refusé de céder à cette facilité qui est de dire « Ah non, j'ai pas dit ce que j'ai dit », tu vois. Pour moi, c'est des lâches. C'est vraiment des lâches et ça s'est vu à chaque fois dans leur vie. Prenez le Raptor. Le Raptor et son combat contre Soral. À un moment donné, le Raptor et Alain Soral devaient faire un combat de MMA. Ils en ont parlé sur Internet, ils en ont fait des tonnes et tout. Donc, ils devaient se battre avec un mec qui a 66 ans.
un vieil antisémite et un connard, hein. Je veux dire, Soral, il n'y a pas de doute sur le tas de merde que c'est, hein. Vraiment, on se pose pas la question. Mais il y est même pas allé. Tu te dis, mais c'est fou. Mais c'est fou. Se battre avec un mec de 66 ans qui a jamais fait un combat sur un ring, ça va, tu prenais pas un risque délirant, tu vois. Mais même ça, ils le font pas. À quel point ces gens-là, qui sont à la fois totalement creux, vides, et qui incarnent une lâcheté totale à chaque fois qu'ils sont amenés à défendre réellement leurs opinions, et qui ne se sont jamais battus et n'ont jamais rien défendu du tout, sont mis sur un piédestal, et à quel point nous on joue le jeu aussi des fois à leur accorder mais je sais pas quoi, d'y avoir des intentions politiques etc et tout. Il y a pas d'entrisme dans la tête de Papacito et le Raptor. Moi je pense que ces gars-là sont juste pas capables d'assumer leurs opinions et ça s'arrête à ça. Comprenez bien une chose sur le Raptor, pour continuer un petit peu avec ce petit bonhomme là, c'est pas quelqu'un qui a vraiment une identité ou des idées. Le Raptor n'est qu'un décalque de produits américains depuis le début. Le Raptor n'a jamais eu une identité spécifique. Il a commencé par copier les vidéos de l'alt-right américaine et il continue. Sa carrière entière, c'est d'être un mauvais décalcage d'un sous-produit de l'extrême droite américaine. C'est un type qui n'a pas d'identité et qui est là tout le temps en train de regarder et qui se dit « Attendez, ils font ça, bah, je vais faire pareil. » En gros, il importe ce que font les autres et il les refait médiocrement. Donc c'est pas un hasard si le mec commence à parler de ça et se met à parler de cinéma et tout. Il y a effectivement une trend du côté des fachos et à l'international de s'inspirer, de se mettre en scène autour du Seigneur des Anneaux. Et ça, on l'a bien vu pendant la campagne de Donald Trump, où son vice-président, donc J.D. Vance, c'est un gars qui est en permanence en train de parler du Seigneur des Anneaux. Il a une société de capital risque qui s'appelle Narya. Narya, c'est l'une des bagues que porte Gandalf. Il est aussi investisseur d'une start-up qui s'appelle Anduril, le nom de l'épée d'Aragorn. Il est en permanence en train de parler du Seigneur des Anneaux, il dit que c'est une énorme inspiration, que pour lui c'est super important, et que vraiment ça a été une énorme inspiration dans sa vie et tout. Et c'est pas le seul. On a vu Georgia Meloni citer Tolkien. Depuis des années, elle dit que pour elle, Le Seigneur des Anneaux n'est pas un livre de fantasy. Pour elle, ce n'est pas une simple saga, comme le pensent certains qui ne l'ont pas lu, mais une extraordinaire métaphore sur l'homme et le monde, un livre rempli de grands et intemporels changements. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre vraiment à quel point le Raptor, c'est un PNJ sans personnalité. Il fait ce que font les autres exactement de la même manière, en moins bien. Comme pour le climato-scepticisme, il surfe en fait sur une tendance qui est déjà très développée à travers le monde et il se colle dessus comme une mouche à merde. Et donc là, il a capté que, regardez, les grands hommes et femmes politiques d'extrême droite à l'international sont à fond sur le Seigneur des Anneaux. Je vais faire pareil et je vais moi aussi rentrer dans cette lecture du Seigneur des Anneaux complètement éclatée au sol, faite par les faf. Qu'est-ce qu'ils y voient les faf dans le Seigneur des Anneaux? Et on verra après s'ils ont raison ou ils ont tort. Peut-être qu'ils ont raison. Pour eux, en fait, il y a quelque chose qui se joue dans l'histoire du Seigneur des Anneaux qui leur autorise une lecture hyper manichéenne du monde. Pour eux, le Seigneur des Anneaux, c'est les forces du bien contre les forces du mal. Ils voient en fait dans le Seigneur des Anneaux une histoire qui est profondément binaire, avec d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, et qui autorise en fait une espèce de lecture apocalyptique de la situation, où en gros il y aurait d'un côté l'héroïsme et la justice qui devraient être prêtes à tout pour faire face à leurs ennemis, qui seraient du coup le Mordor, les orques, et contre qui finalement toute violence serait forcément légitime, puisque c'est le mal absolu et que le mal absolu doit être détruit absolument. J.D. Vance a déclaré dans une interview, il disait « Je crois que le diable est réel et qu'il fait des choses terribles dans notre société. » Pour lui, il y a vraiment les forces du mal, quelque part, en train de faire des choses terribles. Comprenons bien que les choses terribles, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est porter un discours critique fondé sur la science, c'est parler de droits des personnes minorisées en respectant la loi. C'est ça, hein, les choses terribles pour cette personne. Et pour lui, pour répondre à ces choses terribles, il faut évidemment les forces du bien, les grands chevaliers blancs qui pourront arriver avec leurs pistolets et mettre des balles dans la nuque à tous les journalistes. Ça repositionne un petit peu le choix, en fait, du Raptor de faire cette vidéo et d'inviter Papacito dessus, et le fait qu'ils en parlent, c'est à nouveau le choix, voilà, d'un boutiquier cynique qui surfe sur la mode actuelle et qui veut essayer d'exister en profitant et en capitalisant sur des choix politiques qui sont en réalité faits par d'autres. C'est triste, c'est comme ça, et en même temps c'est la vie du Raptor, c'est le destin auquel il s'est voué. Je pense que ça n'ira jamais vraiment plus loin pour lui. Donc on va lancer la petite vidéo, on va aller directement au moment où il parle du Seigneur des Anneaux, hein. On va pas se fatiguer non plus à les écouter parler plus que ça. Je me suis fait des notes dans les grandes lignes, j'avais pas le temps de surpréparer le live non plus, donc on verra où on atterrit, hein. Les bretelles, c'est un red flag, mais bien sûr. Et vous trouvez pas, on dirait un petit garçon qui s'est déguisé
Il est là, tu sais, il a pris les habits de son père, il les a mis et tout. Oui, et je vais mettre des petites bretelles. Ah oui, mets des bretelles. Allez, Raptor, mets des bretelles. Alors il a mis ses bretelles comme ça. Et puis j'aurai une cravate aussi, des bretelles et une cravate. Mais oui, Raptor, mets ta cravate. Et il a mis sa petite cravate comme ça. Je peux aller jouer aux dinosaures maintenant, maman. Mais oui, va jouer aux dinosaures. Et il est comme ça, je vais jouer aux dinosaures. Je suis raciste. Putain, mais où la crédibilité de cette personne? C'est un mec qui fait un cosplay, pas un cosplay de Peaky Blinders. Là, c'est un mec qui fait un cosplay de mec de droite. Il a zéro flow. Je pense qu'il se dit, tu sais, que genre ça renvoie une image mec badass, traditionnel et tout, je sais pas quoi. Ah non, mais franchement, arrête. Il voit les hobbits et en fait, il a envie de leur dire vous avez pas de cardio, vous êtes pas musclé, c'est ce que tu disais, tu vois, vous n'avez aucune masse. Il y a pas d'épée, c'est nul. Qui leur décrit la violence du Mordor pour pas leur dire vous êtes des merdes, tu vois. En fait, c'est comme quand tu rappelles à ta femme. C'est comme quand tu rappelles à ta femme comment ça se fait qu'on paye le loyer tous les mois. Quand Boromir dit ce n'est pas aussi simple d'aller au Mordor, et la fameuse citation qui est très connue, machin, et qui décrit les violences du Mordor et tout, là, le gars dit c'est comme quand tu dis à ta femme pourquoi tu payes le loyer tous les mois. Ce qui est intéressant, c'est que si le mec faisait la vanne tout seul, le cringe serait déjà haut, tu vois, je me dirais, mais waouh, éclaté, tu vois, et je me dirais bizarre. Mais il y a un autre gars en face qui rigole, et ils rigolent tous les deux, parce que je pense que ce qui les fait rire, parce que si tu réfléchis, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien dans l'histoire, à part, j'ai dit un truc misogyne, et l'autre rigole parce que c'est misogyne. Leurs deux blagues depuis tout à l'heure, c'est « Hey, on est raciste », et là maintenant c'est « Hey, on est misogyne ». Oui, en fait, le message, c'est de dire les hobbits, c'est des faibles comme les femmes. Je pense que c'est plus ou moins le message. Hein. Mais non, je suis pas d'accord avec toi, Grab. Tu dis c'est du trolling. Mais trolling de quoi? Faut arrêter de leur dire c'est du trolling. Là, vous voyez, on leur donne trop de passe-droit. C'est de l'humour, c'est du trolling. Ah, c'est du trolling, ah, naninana. Mais trolling de quoi? C'est deux types misogynes assis qui disent un truc misogyne pas vraiment drôle, et ça les fait rire parce qu'ils sont super cons. Et c'est marrant l'analogie à sa femme en plus, parce que le Raptor aujourd'hui il est vachement carré par sa meuf, apparemment, qui a beaucoup travaillé à sa promotion, à le faire percer sur Instagram. Le Raptor tout seul sans sa meuf, c'était je fais des vidéos mal montées sur internet en piquant des idées chez les Américains et sur jeuxvideo.com. Et ça commençait à bien se casser la gueule et il était finito à un moment. S'il a pu se refaire une image publique, c'est grâce à sa nana justement qui l'a aidé à se remarketer en influenceur muscu vendeur de protéines. Et du coup, c'est quand même assez ironique de la part d'un gars qui a une carrière professionnelle uniquement par sa meuf, de venir ensuite dire ah ouais, c'est comme quand t'expliques à ta meuf ce que c'est le monde du travail, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'écart entre le discours et la réalité. En tout cas, sa nana, elle doit être contente, hein, vraiment. Elle a bien choisi son bonhomme. Hein. Le Seigneur des Anneaux, il a tellement voulu faire la Bible numéro 2, tu sais. En fait, il a tellement voulu faire tout ce qu'il faut comprendre pour être. En fait, le Seigneur des Anneaux te dit t'as le droit de geeker, mais il faut que la geekerie te pousse à faire des trucs. Tu vois. Si vous découvrez Papacito, désolé, mais ça va être compliqué, ça va être l'enfer, c'est toujours comme ça. Donc c'est quelqu'un mentalement, voilà, toutes les cases sont pas coloriées et du coup ça a du mal à aller au bout d'une idée. Il commence sur un truc, il part sur autre chose, il assume pas, il change d'avis. 90% de ce qu'il dit n'a aucun sens et il retombe sur ses pattes en disant un truc hyper grossier, hyper agressif et puis ça s'arrête à ça. Le Hobbit, c'est quoi? C'est l'enfant. C'est les enfants en fait. Le Hobbit, oui, c'est vrai que tu l'as dit, je l'avais pas vu. Personnellement, je l'avais pas vu forcément comme ça, mais oui, en fait. Alors non, bon, du coup, les hobbits ne sont pas du tout et à aucun moment censés incarner les enfants. En fait, Tolkien lui-même se reconnaissait bien plus dans les hobbits que dans toutes les autres races présentées dans son univers. Penser que les hobbits sont des enfants qui vont être portés par les autres tout au long de l'œuvre, c'est ne rien comprendre au message. Le message de Tolkien, c'est précisément l'inverse. Ça va être de dire, non mais regardez, ces gens ordinaires, jetés dans des circonstances extraordinaires et qui vont faire de leur mieux face aux circonstances qui sont capables de changer le monde. Et finalement, les grands de ce monde ne sont pas si forts qu'on ne le croit et qu'on ne le dit. La représentation qu'ils en ont, c'est une lecture de la chose qui consiste à toujours dire « Ah mais le chevalier fort, c'est lui qui est le plus fort et c'est lui le plus important ». Dans les faits, tout le bouquin dit l'inverse. Tolkien, c'était quand même quelqu'un qui était profondément anti-guerre et qui n'était pas du tout un bandeur de guerre, justement, comme Papacito et son copain, là, qui s'habille en habit de paintball pour jouer aux militaires. Tolkien, la guerre, il l'a fait. Il a été engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale et il a perdu beaucoup d'amis, notamment dans la bataille de la Somme en 1916. On rappelle quand même la bataille de la Somme, pour 12 putains de kilomètres
il y a eu 141 jours de bataille et un demi-million de morts. La guerre, il la connaît, et c'est quelque chose qu'il déteste. Pour Tolkien, le Seigneur des Anneaux, c'est un retournement en fait du mythe du guerrier pour donner de l'importance aux gens ordinaires. Les hobbits, c'est pas des enfants. À aucun moment c'est des enfants. Cette vision infantilisante que défendent le Raptor et Papacito, elle est complètement absurde. En fait, c'est les gens ordinaires qui font ce qu'ils peuvent dans des temps extraordinaires, les hobbits. Et au contraire, en face, les grands du monde sont en permanence renvoyés à la faiblesse. C'est les grands, les puissants, qui sont justement en permanence en train d'abandonner les gens ordinaires qui doivent du coup se battre contre tout, c'est-à-dire à la fois contre le pire, le mal absolu qui est incarné par le Mordor, mais le 3/4 des péripéties du Seigneur des Anneaux. C'est pas la lutte contre Sauron, c'est la lutte contre les différentes forces géopolitiques du monde qui essayent à chaque fois de s'emparer du pouvoir et qui sont tellement obsédées par le pouvoir elle-même que finalement elles ne sont pas capables de faire face à la menace omniprésente à côté d'elles. Il y a une phrase d'Elrond dans Le Seigneur des Anneaux qui résume très bien ça, où il dit « Les actes qui meuvent les roues du monde, de petites mains les accomplissent parce que c'est leur devoir, pendant que les yeux des grands se portent ailleurs. » C'est pas ah oui, les rois sont les plus forts, les chevaliers sont les plus forts », c'est les gens ordinaires sont jetés dans la guerre, et dans la guerre ils font ce qu'ils peuvent. Pendant ce temps, les grands du monde sont en train de regarder ailleurs parce qu'ils sont bien trop occupés en fait à être préoccupés par le pouvoir, la force ou l'illusion de la force de leur image, tout ce que défendent Papacito et le Raptor pour être réellement en fait en train de défendre quelque chose d'important. Attendez, on a un commentaire incroyable. Non, mais attendez, ils ont fait une vidéo full troll, full second degré, justement pour faire râler les gauchistes, et là, PTDR, il y a 600 gauchistes en train d'analyser leurs propos en full premier degré, comme s'ils avaient posté un programme politique. Je suis plié sur ma chaise. Mais changez rien les gauchistes, vous êtes ma meilleure source de fou rire since 30 years, vous me régalez. J'ai l'impression de voir des profs analyser en mode super sérieux les propos d'un mec bourré de PMU. Alors... RP Oracle, on t'adore hein, déjà parce que tu reconnais que tes deux petites stars, c'est des mecs bourrés de PMU au niveau de l'intellect. Effectivement, merci d'avoir mis la balle toi-même, y a pas de souci. Et vraiment, n'hésite pas entre deux prises de protéines trop chères achetées au Raptor parce que t'es un Yankee, à de temps en temps, je sais pas, t'intéresser au monde dans lequel tu vis et te rendre compte que ces types te pissent allègrement dans le crâne et te font croire qu'ils sont juste full second degré, alors que c'est juste des types qui défendent un programme raciste, sexiste, haineux, d'un bout à l'autre, des types qui ont fait carrière sur du harcèlement, en harcelant des meufs, des politiciens, tout ce que tu veux, et que toi t'as mis sur un piédestal et tu dis à chaque fois qu'ils font un truc violent, ah c'est juste de l'humour, mais t'es bien content en réalité que cette violence, elle, s'exprime dans la réalité parce que tu es toi-même pétri et claffi de cette haine qui est la spécificité de l'extrême droite et qui remplace à mon sens la réflexion, parce que si tu réfléchissais 2 minutes et que tu avais ce minimum de capacité d'empathie et d'humanité, tu te rendrais compte que ces deux personnes-là n'ont rien d'humoriste. Non, ce ne sont pas des humoristes, pas du tout, ils n'ont pas fait carrière sur les planches ou dans des films ou quoi que ce soit, mais ce sont des polémistes d'extrême droite qui utilisent certes un ton outrancier mais qui défendent purement et simplement la haine que tu défends toi aussi quand tu viens expliquer que ils ont parfaitement le droit de dire ça et qu'au final c'est que de l'humour, que de l'humour, que de l'humour. En réalité, ce sont d'énormes merdes qui chient de petits étrons, et tu es l'un de ces petits étrons qui se voit pousser des jambes et qui marche comme ça joyeusement et qui vient servir leur soupe au reste d'internet. C'est à la fois extrêmement triste pour toi et assez pathétique pour eux. Voilà, au plaisir. Mais ce que je trouve intéressant, parce que quelqu'un posait la question, pourquoi parler de ça? En fait, pourquoi parler de ça? Mais déjà pour montrer la vacuité de l'analyse et de la pensée. C'est des gens qui ne sont pas carrés. Quel que soit le sujet. Sur le climat, ils disent de la merde. Sur les films, ils disent de la merde. Sur l'immigration, ils disent de la merde. Entre leurs deux oreilles, la route est large. Et tout ce qu'ils font, en réalité, c'est balancer conneries sur conneries sur conneries. En fait, ces types-là, quel que soit le sujet abordé, ne comprennent rien. Pour revenir du coup au Seigneur des Anneaux, à un moment donné, à réussir à raconter l'histoire en se mettant du côté de la grandeur, parce que c'est ça qu'ils font depuis tout à l'heure, les grands chevaliers qui font des trucs et qui sont les plus importants, qui sont les plus forts et patati et patata, et d'être incapable de voir que tout le long, le film te raconte l'inverse. Dans Le Seigneur des Anneaux, les rois sont faibles. Si vous regardez, les Nazgûl, c'est tous d'anciens rois qui ont été corrompus totalement par Sauron, qui ont trahi leur peuple, qui ont non seulement accepté les anneaux, mais qui ont accepté d'être des collabos d'un bout à l'autre du pire, jusqu'au point de devenir les serviteurs du mal. Isildur, c'est le mec qui refuse de jeter l'anneau dans le feu, c'est le type qui condamne l'humanité à revivre une guerre parce qu'il refuse de détruire le mal pour en garder le pouvoir. Denethor, l'intendant du Gondor, donc le père de Boromir, c'est un mec qui abandonne sa cité, qui se donne la mort parce qu'il a regardé dans un palantir,
il est persuadé que sa cité va tomber. Au lieu de la défendre bravement, tel le grand roi héroïque qu'il serait dans la tête de Papacito, qui est un royaliste, en réalité, le mec se fout en l'air. Théoden se laisse complètement dominer par Saruman, donc Théoden qui est le roi du Gondor. Du début à la fin, le Seigneur des Anneaux te dit « La royauté ne fait pas la grandeur. La noblesse ne fait pas la grandeur. » Tout le sens du Seigneur des Anneaux est de raconter l'histoire du point de vue des hobbits. Toute l'histoire, si vous partez du début, à propos des hobbits jusqu'à la fin, est racontée en réalité en grande partie par la perspective des hobbits. Oui, bien sûr, on suit un peu Aragorn et patati et patata, mais en réalité, l'histoire d'Aragorn, dans les bouquins, elle est dans les appendices. C'est pas la légende d'Aragorn. Par contre, les hobbits, après la fin de l'histoire, eux, ils ont encore un chapitre où ils sauvent la comté, parce que c'est l'histoire. C'est l'histoire à 100% des gens les plus petits. Là où d'autres auraient fait d'Aragorn le héros qui va jeter l'anneau, c'est Frodon, c'est une personne ordinaire qui va porter le plus grand fardeau du monde, qui n'a au final pas une si grande raison de s'engager là-dedans. Là où Boromir, lui, doit défendre sa cité, patati et patata. Là où Gimli pourrait vouloir venger les nains tués dans la Moria. Là où Legolas pourrait vouloir se venger des siècles et des siècles et des siècles de guerre qu'il y a eu entre les elfes et le Mordor. Là où Aragorn pourrait vouloir venger la lignée et sa famille et racheter son honneur. Celui qui a le moins de raison de jeter l'anneau, c'est Frodon. C'est juste un mec à la con qui était chez lui tranquillou, qui a hérité de l'anneau. Et c'est lui le héros de l'histoire. Parce que c'est un type qui a décidé de défendre les choses qui poussent. Il y a une histoire qui se raconte du courage ordinaire. Le courage ordinaire, c'est pas d'être le mec avec la grosse épée qui tue tout le monde. Le courage ordinaire, c'est pas d'être l'héritier du royaume qui défend le royaume, etc., etc. Le courage ordinaire, c'est des petites personnes, quoi. C'est les gens qui se battent pour quelque chose qui leur semble juste et qui protègent autre chose que leur pouvoir. C'est dit explicitement par Gandalf, même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Comment on peut dire plus clairement les choses ? T'as la gonzesse qui est Éowyn, la meuf ramène de la faiblesse supplémentaire dans l'armée comme si on avait suffisamment de chevaux, tu vois, parce que c'est ça, la question c'est il y a pas assez de chevaux. Ils font, alors non, du coup on est léger budget un poney si tu veux. Pour leur défense, allez, je leur concède ça. Dans les films, la présentation d'Éowyn est quand même un peu moins bien faite que dans le livre, et donc peut-être qu'on peut avoir une vision un peu plus stéréotypée d'elle. La question déjà qu'on peut se poser, c'est est-ce que Tolkien lui-même est sexiste, parce qu'il y a assez peu de femmes dans Le Seigneur des Anneaux. C'est quand même un chrétien un peu conservateur, Tolkien, donc je dirais pas que le Seigneur des Anneaux est un livre masculiniste, mais je trouve effectivement que chez Tolkien il y a une faiblesse au niveau des personnages féminins dans son œuvre globale. Cela dit, on est très très loin de la misogynie imaginée par le Raptor et Papacito. Déjà, dans l'œuvre de Tolkien, les rapports de genre sont clairement questionnés par Tolkien, dont il parle par exemple de la société des elfes. Il décrit vraiment dans les Silmarillion que les hommes et les femmes chez les elfes sont égaux dans tous les domaines. Il l'écrit, il dit « Il n'y a aucune question que seul un homme peut penser ou faire parmi les elfes, ni d'autres dont seule une femme se préoccupe. » Donc on voit déjà qu'il a créé dans les différentes cultures de son monde, une culture dans laquelle il y a une vraie logique de genre, où il dit « Regardez, en fait, dans cette société, ils ont d'autres rapports genrés, et dans ces rapports genrés, les places sont pas les mêmes. » Ça se voit aussi dans la place importante qu'il donne aux femmes chez les elfes, notamment avec Galadriel, qui est un personnage hyper important, totalement caricaturé par les Anneaux de Pouvoir, une énorme merde. Ne regardez pas cette série, c'est un enfer. Mais dans les écrits, du coup, dans les Silmarillion et tout, on apprend que Galadriel, celle qui a fondé le Conseil Blanc, donc qui est le conseil qui réunit un peu les forces en présence pour lutter contre Sauron, et dans les Silmarillion, elle est décrite comme une chef de guerre, à qui on a confié, tellement elle est puissante, l'un des 3 anneaux des elfes. Les anneaux des elfes, il n'y en a que 3, il y a un paquet d'elfes, s'il y en a un qui lui échoue, c'est pas pour rien, pour le tenir hors de portée du mal. Si le type a décidé de faire ça, ça veut dire quand même que la réflexion derrière son œuvre, elle est beaucoup moins masculiniste que ce qu'on peut vouloir y voir. Le personnage d'Éowyn, à ce titre, il est aussi hyper intéressant. Éowyn, dans les bouquins, elle tient des discours qui sont clairement féministes et qui sont des discours qui viennent challenger les représentations dominantes, masculines, justement, du monde dans lequel elle évolue. Le moment dont parle Papacito et le Raptor, c'est en gros Éowyn qui est une héritière du Rohan, donc qui est un espèce de peuple, on pourrait dire c'est des Vikings, le Rohan. Le Rohan doit partir à la guerre, et à un moment donné, en fait, on lui dit, bah non, en fait, faut que tu restes, pour une raison que je vais donner tout à l'heure, parce que vous allez voir que c'est pas pour rien qu'on lui demande de rester, c'est pas parce que c'est une femme. Et elle répond à Aragorn, qui est en train de lui expliquer, oui, non, mais faut que vous restiez pour ci, pour ça. Elle lui répond, tous vos mots ne servent qu'à dire, vous êtes une femme, et votre rôle est à la maison. Mais quand les hommes seront morts au combat et dans l'honneur,
vous pourrez être brûlé avec la maison car les hommes n'en auront plus besoin. C'est quand même hyper féministe comme dialogue, c'est quand même pas rien de faire tenir ce genre de discours à son personnage. Et en fait, la vision qu'a Tolkien d'Éowyn, c'est pas du tout une faible femme qui va rajouter de la faiblesse dans l'armée comme le dit le Raptor, mais au contraire, une femme qui est une incarnation de la force. Dans les livres, elle est décrite comme étant une shield maiden, donc une guerrière au sens viking à nouveau. Elle est vraiment présentée comme ça dans les livres, comme forte et dure comme de l'acier. Elle n'est pas décrite comme jolie et sympa et nanani nana, forte et dure comme de l'acier. C'est vrai que dans les films, je trouve qu'on lui a un peu enlevé de sa force et de son histoire, donc du coup on a un peu simplifié les choses. Par exemple, dans les films, ils précisent pas un truc très important, c'est que au moment où tout le monde part, à ce moment-là, Éowyn, elle a été nommée régente. Au moment où Théoden doit partir, il demande à ses conseillers et tout, qui on nomme régente, et tout le monde est là, Éowyn frère, c'est elle le chef quoi, tu vois. Donc c'est vraiment à elle que tout le monde pense instant. Elle doit rester, pas parce qu'elle est faible ou je sais pas quoi, mais parce qu'en fait, comme elle est régente, elle incarne la dernière grande force politique et le dernier rempart si Minas Tirith tombe. Et donc c'est pour ça que techniquement, elle est pas censée participer au combat. C'est pas une histoire de faiblesse, c'est une histoire de position. Elle doit gouverner le Rohan à partir de là. Elle considère que c'est la dernière bataille, qu'il n'y a rien d'autre à faire, il n'y aura plus rien à gouverner si le monde tombe, donc elle décide d'y participer quand même. Et c'est comme ça qu'elle va aller au combat et tuer le roi sorcier, qui est un truc phénoménal dans les bouquins. C'est l'acte militaire le plus important fait par un homme de tout, enfin un homme à grand H, par un humain, de tout le Seigneur des Anneaux. Tout le reste, c'est oui, ils ont tué des orques, machin, etc. et tout, mais ils ont jamais porté un coup fondamental à la puissance militaire de Sauron, là où Dangmar, il est irremplaçable. Je dirais pas que c'est féministe, parce que je pense qu'il y a quand même un certain sexisme, il y a quand même des rôles un peu stéréotypés et tout, mais je pense qu'il y a une écriture des rôles féminins qui est beaucoup moins cloisonnée que ce qu'on croit, et le récit est beaucoup moins tourné vers un masculinisme. Et ça, dans toute l'œuvre de Tolkien, c'est pas que dans Le Seigneur des Anneaux, une des autres grandes histoires qu'il a écrites, c'est celle de Luthien, et Luthien, c'est une femme, en fait, une femme elfe, qui est un personnage directement inspiré de la femme de Tolkien, dont il écrit un conte où elle est l'inversion absolue de l'archétype de la princesse. C'est une femme elfe courageuse qui va sauver son amant prisonnier de Morgoth, qui est le mal absolu au-dessus de Sauron. Sur la question des femmes, du coup, ils ont tort. Ils ont tort, mais de A à Z. Gandalf est un bâtard. Gandalf, il arrive et tu te souviendrais bien de ta force en prenant ton épée. Oui, vous dois se souvenir de leur ancienne force s'il brandissait votre épée. Ce bâtard, il sait qu'il y a justice. Alors, bizarrement, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de... Tu vois, il y a tous les témoins. La justice a l'air d'être immédiatement donnée et c'est une peine de mort. Tu vois, il n'y a pas de gonzesse. Il n'y a pas de gonzesse pour expliquer que ça se fait pas, il n'y a pas de bas d'inter. Le truc de c'était un truc de gonzesse, la pitié, machin et tout, mais du coup, à nouveau, regardez pas le Seigneur des Anneaux. Toute l'histoire du Seigneur des Anneaux est une histoire où on fait une ode à la pitié et au fait justement de ne pas tomber dans la violence sanglante et meurtrière. Ce qui rend les héros plus forts que leurs adversaires, c'est le fait de refuser justement la violence et la brutalité. Sam, Frodon, Bilbon, ils ont tous l'occasion de tuer Gollum par exemple. Dans le Seigneur des Anneaux par exemple, quand Sam pourrait tuer Gollum alors qu'il les a trahis au col de Ciri Ungol, il dit Tolkien, quelque chose le retenait au plus profond de son cœur. Il ne pouvait frapper cet être couché dans la poussière. La pitié, elle est montrée tout le temps. Gandalf, il a une tirade qui est devenue hyper célèbre pour ça, où il dit à Frodon, qui lui dit mais quelle pitié que Bilbon n'ait pas tué Gollum. Et Gandalf, il dit de la pitié, mais c'est justement la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous la leur rendre, Frodon ? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement, même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. C'est un héros dans l'histoire parce qu'il épargne à la fois Gollum et Frodon. Il pourrait tuer Frodon, prendre l'anneau, avoir le pouvoir absolu, et en fait, il réussit à faire ce que son frère, le plus grand guerrier, le plus fort, etc. et tout, lui n'a pas su faire, c'est-à-dire faire preuve de pitié et croire en autre chose que la force, faire confiance aux autres. Et pour ça, il va défier l'autorité du régent qui va quasiment le condamner à mort. Donc en fait, on est dans un truc où l'héroïsme, c'est de défier l'autorité pour faire preuve de pitié et d'humanité. Et juste pour dire à leurs petits fanboys, là, vous suivez des types qui sont trop cons pour comprendre un film. Vous vous basez sur quelqu'un qui n'a pas le niveau d'analyse d'un enfant de CM2 qui regarde un film et qui est capable de comprendre qui est le gentil et qui est le méchant. À un moment donné, peut-être, proposition, choisissez quelqu'un d'autre. Basez-vous sur quelqu'un d'autre. Quand il se fait bannir Éomer, moi je suis désolé, mais ça m'avait violenté l'esprit, les gardes lui mettent des patates dans le ventre. C'est-à-dire qu'ils font du zèle. Ils font du zèle, ces fils de pute. Vous imaginez, dans le monde, il y aurait des mecs, ce seraient des gardes, et genre, quand il y a le pouvoir qui change et tout, ces types,
ils auraient tellement pas de valeur et tout que on leur dirait vas-y va tabasser quelqu'un et tout, ils tabasseraient quelqu'un. Vous imaginez si les gens bien, quand ils venaient comme ça pour dire au roi en fait tu fais de la merde, il y avait des gardes, ils venaient leur mettre des patates. Ah les connards, les gardes vraiment... ça arriverait pas dans la vie, hein. Ah, Raptor, tu es edgy, tu prends des positions, les gardes, ils sont méchants quand ils tabassent les gens qui viennent dire au roi qu'il fait pas ce qu'il faut pour son peuple. Super Raptor, vraiment. Agab, Olgard Arbastard. Il est trop con! Il se rend même pas compte! Il est là, il dit ça au calme! Lui, le bandeur de flics, qui est toujours là à dire ah mais oui, tabassez-les dans les manifs, il est si bête! Pourquoi on vous a fait un long développement sur le Seigneur des Anneaux? Parce qu'en fait, donc c'est une bible comportementale. Il l'a écrit pour former des mecs. Et en fait, t'as des types, ils regardent Sans Anneaux, ils trouvent Aragorn surstylé, ils trouvent que Boromir, c'est incroyable qu'il ait lutté contre sa pente descendante. Ouais. Ils rentrent à la maison, ils votent Macron. Non, c'est vrai. Ils acceptent la taxe carbone et ils te lâchent un dislike pour ta vidéo sur le climat. Oui, ils me traitent de climato-sceptique et en fait, ils sont à fond à soutenir Théoden ensorcelé, quoi. Voilà. Le Seigneur des Anneaux et l'écologie... Il y a quand même 2-3 petits bails, parce que le climato-sceptique Raptor à la con et tout, je pense pas qu'ils auraient été trop potes avec Tolkien. Tolkien a une haine profonde et viscérale de l'industrialisation. Toute son œuvre, il va prôner une défense de la nature qui le mettrait sans aucun putain de doute du côté de Greta Thunberg et pas du tout d'un climato-sceptique à la con comme le Raptor. En 1943, Tolkien, il a écrit une lettre à son fils, dans laquelle il dit qu'il se félicitait de l'habitude grandissante qu'ont les hommes mécontents de dynamiter les usines et les centrales électriques. Tolkien, il aurait pas été à aucun moment climato-sceptique. Lui, il aurait été éco-terroriste et éco-terroriste à fond. Il le dit. Attention, ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de Tolkien, qui dit que lui, il est à fond sur le fait de faire péter des usines et des centrales électriques. C'est montré par les Ents, qui sont donc les arbres bergers, qui détruisent Isengard. Isengard, donc, qui est tout simplement une représentation de l'industrie dévoyée, avec les fourneaux qui fabriquent des armes en série, on dirait des usines et tout, et les Ents, qui sont une métaphore de la nature qui se défend elle-même. Donc à un moment donné, ça n'a vraiment aucun putain de sens de leur part de venir parler du Seigneur des Anneaux pour chier sur la pensée écolo, quoi. Tu te dis, mais comment t'en arrives à faire un grand écart pareil? J'aimerais qu'ils comprennent que Tolkien, il met un contexte parce qu'il faut habiller cette histoire. Les mecs se rattachent à ce contexte en disant, bon, c'est une histoire, c'est de la chole et tout, pour se dire, mais moi, ça me concerne pas. Mais c'est une œuvre universelle qui te prépare, si tu veux, avec le Seigneur des Anneaux, tu as moyen, dans tes quêtes du quotidien, de pas te retrouver à queue, si tu veux, de pas te retrouver à être une merde et finalement à ressembler au personnage qui pourtant que tu trouves pourri dans l'histoire, tu vois. Ouais. Ils ont si peu compris l'histoire qu'ils ont même surinterprété totalement le sens, mais au point de pas comprendre du tout, mais de quoi on parle? Qui est putain de Tolkien, quoi? Je veux dire, c'est pas un type qui est un bandeur de guerre, qui est là en train de dire je vais endoctriner les gens pour leur dire être un chevalier, c'est super cool et il faut être le plus fort. Toute l'histoire du Seigneur des Anneaux est une dénonciation de la guerre. C'est un putain de livre anti-militariste. Et ça, c'est pas une interprétation, c'est clairement dans l'histoire du début à la fin. Tolkien, il a une haine profonde et totale contre le nationalisme et le patriotisme. Il écrit à son fils pendant la Seconde Guerre mondiale « J'ai peur de ne pas être animé par la moindre étincelle de patriotisme dans cette guerre qui se poursuit. Pour elle, je ne donnerai pas un penny, encore moins un fils, si j'étais un homme libre. » En fait, pour Tolkien, à aucun moment la fin ne justifie les moyens. Ceux qui utilisent la force et la violence finissent toujours par être corrompus par celle-ci. Et c'est le message qu'il va faire passer dans le livre. Le Seigneur des Anneaux, la métaphore de l'anneau unique, c'est de dire, la plus grande puissance du monde, en fait, s'en servir, c'est finalement servir le mal. Toujours servir le mal. Et il va faire des parallèles entre le Seigneur des Anneaux et par exemple ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, en 1944, il écrit à son fils Christopher, qui est alors pilote dans la Royal Air Force, il lui dit, à propos de son avion, ton avion, qu'il appelle ton arme, il dit ton arme, comme quiconque ayant de l'intelligence des oreilles et des yeux le sait, est bien entendu très mauvaise, car nous essayons de vaincre Sauron avec l'anneau, et nous réussirons, semble-t-il, mais le prix à payer est, comme tu le sais, de faire de nouveaux Sauron et de lentement transformer en orques les hommes et les elfes. Il y a une vraie
volonté de s'opposer à toute pensée guerrière et belliciste. Quand bien même, c'est quelqu'un qui est très très opposé au nazisme, hein, Tolkien, on va en reparler plus tard. Et dans tout le Seigneur des Anneaux, quand on parle de la guerre, c'est pas du tout pour en faire l'apologie et dire « Ah, c'est trop stylé, ah, t'es le chevalier sur ton cheval, tu gères tout et tout ». Quand il fait lire le manuscrit du Seigneur des Anneaux à son ami C.S. Lewis, donc C.S. Lewis, c'est l'auteur du monde de Narnia, Tolkien, il lui dit à propos du Seigneur des Anneaux, c'est la tristesse et même l'angoisse ou la mélancolie profonde qui caractérise le Seigneur des Anneaux. Il envoie son manuscrit à son ami qui est un grand auteur pour lui faire lire et tout, il lui dit pas « Ah, c'est une histoire héroïque qui va former des générations et des générations de jeunes hommes à défendre la patrie et à devenir des chevaliers. » Il lui dit « C'est la tristesse et même l'angoisse ou la mélancolie qui caractérise le Seigneur des Anneaux. » Dans toute l'œuvre du Seigneur des Anneaux, la guerre, elle est toujours décrite par l'horreur. C'est pas l'épique, c'est pas du tout, justement, les légendes arthuriennes, on est là, le courageux chevalier dans son armure brillante et tout. Chez Tolkien, la guerre, elle est toujours marquée par la peur. Quand il y a la grande charge sur Minas Tirith, vous savez, la charge avec les chevaux, là, au ralenti, Théoden qui fait le discours et tout dans le film. Dans le livre, elle n'est pas décrite de la même manière. Oui, il y a le côté un peu épique après, qui va être tout de suite contrebalancé d'ailleurs par la mort de Théoden, mais au départ, le moment où ils arrivent face à la cité, c'est pas du tout un moment on est des héros, on va tout niquer, on va gagner, et on est dans un jeu vidéo et ça va bien se passer. Il décrit ça comme ça. Mais le roi se tenait sur Snowham, immobile, fixant l'agonie de Minas Tirith, comme si soudain il était dévasté par l'angoisse ou par l'effroi. Il sembla se recroqueviller, diminué par l'âge. Merry lui-même se sentait comme si un grand poids d'horreur et de doute s'était posé sur lui. Son cœur battait lentement, le temps semblait suspendu dans l'incertitude. Excusez-moi, c'est pas la description d'un type qui est là en mode ça va être trop bien, la guerre, on est des chevaliers, on est les meilleurs, nanani et nanana, de la merde. C'est pas du tout ce que raconte Tolkien. Pour lui, la guerre, c'est l'horreur, c'est l'enfer, c'est des gens qui meurent, c'est ce qu'il a vécu quand il a fait lui-même la guerre, quand il a eu la fièvre des tranchées, quand il a perdu ses amis, et il déteste ça. D'ailleurs, le moment pour moi qui raconte le plus le rapport à la guerre de Tolkien, c'est quand il est dans le Marais des Morts. Les Hobbits et Gollum, ils arrivent dans un endroit qui s'appelle le Marais des Morts, qui est en fait un immense champ de bataille, d'une bataille qui a eu lieu des siècles avant, et qui est en fait vraiment présenté comme le revers de l'héroïsme. On nous a présenté l'histoire du point de vue des vainqueurs pendant une grande partie, en nous disant, ah oui, un tel, Isildur a gagné la bataille, Elrond était là, nanani, nanana, et d'un coup on nous montre, mais à quel prix cette légende s'est écrite? Parce qu'en fait, pour qu'il y ait ces héros, il faut que la Terre soit remplie sur des kilomètres et des kilomètres de cadavres, au point qu'on ne puisse plus regarder nulle part sans voir des corps partout. Il décrit ça à un moment donné, donc c'est Frodon qui regarde les corps, et qui dit ces faces pâles au plus profond de ces eaux sombres, de fiers et beaux visages en grand nombre, avec des algues dans leurs chevelures d'argent, mais tous immondes, pourrissants, tous morts. C'est la description de l'horreur et de l'enfer. Quand il explique pourquoi il a décrit les marais des morts, en fait, il dit que c'est littéralement le reflet de son expérience de la Seconde Guerre mondiale. Les marais des morts et les abords du Mont Raanon ont une dette envers le nord de la France après la bataille de la Somme. Ils doivent quelque chose au nord de la France après la bataille de la Somme. Donc, venir raconter derrière que Tolkien, c'est quelqu'un qui est dans un délire guerrier en mode « Ah, je vais former la génération suivante, ah, je vais leur dire vous êtes des soldats, vous êtes de fiers guerriers, machin et tout », c'est faux. Le discours de Tolkien, c'est de dire « Mais en fait, non à la guerre, tout bêtement ». Et cette haine de la guerre, de toute façon, il la montre tout le temps. Par exemple, dans les 2 tours, Faramir dit « Je n'aime pas l'épée pour son tranchant, ni la flèche pour sa rapidité, ni le guerrier pour sa gloire. J'aime seulement ce qu'ils défendent ». C'est quand même un peu clair, quoi. Je veux dire, comment tu peux mieux passer ton message que ça? Il y a une haine de la guerre totale. Et donc, il en fait une histoire, le Seigneur des Anneaux, qui parle de gens qui doivent la faire, comme lui a dû la faire, et qui est en fait un reflet de son expérience en partie, et qui du coup raconte la guerre par quelqu'un qui l'a vécu, qui justement n'est pas un bandeur de guerre comme Papacito. C'est quelqu'un qui est totalement marqué, terrorisé par son expérience de la réalité, et qui sait que en fait, la guerre n'offre pas de gloire. Et dans Le Seigneur des Anneaux, ça, on le voit hyper bien à la fin, où on voit en fait que les personnages sont profondément marqués par ce qu'ils ont vécu. Et au terme du retour du roi, il y a Frodon qui, en fait, revient à la comté pour laquelle il s'est battu, dans laquelle il rêvait en fait de revenir tout le long, et c'était pour ça qu'il s'était engagé, c'est pour la protéger qu'il y est allé. Et en fait, il est obligé d'en partir à la fin de l'histoire, il quitte la comté, et il dit ça à Sam, du coup... j'ai été trop grièvement blessé, Sam, j'ai tenté de sauver la comté, et elle l'a été, mais pas pour moi. Il doit souvent en être ainsi, Sam, quand les choses sont en danger. Quelqu'un doit y renoncer, les perdre de façon que d'autres puissent les conserver. Ça,
Ça a été écrit par quelqu'un qui a fait la guerre et qui comprend de quoi il parle. Le fait que Frodon, en fait, à un moment donné, ne revienne pas à la comté, si tu n'analyses pas cette partie de l'histoire, t'as pas compris le message. C'est pas une happy end, c'est la fin triste, terne et hyper dure de la réalité de quelqu'un qui sait que la guerre, même quand t'en reviens, t'es détruit. C'est pour ça que quand il envoie Le Seigneur des Anneaux, Tolkien dit, c'est la tristesse et même l'angoisse ou la mélancolie profonde qui caractérise Le Seigneur des Anneaux. J'ai pas trop préparé le stream aujourd'hui, Mathieu, avant de nous citer l'intégrale des œuvres de Tolkien en incluant ses lettres. Bah, excusez-moi, c'était important comme sujet. Mais oui, écoutez, je prépare un peu, voilà. Tu peux faire des liens très très vite. Je suis entre Sauron, donc, qui est le mondialisme en fait, qui veut écraser. Non, à cette époque-là, il l'a pas pensé comme ça, mais Sauron, c'est le mal qui veut en fait éradiquer tous les trucs qu'il y a uniques, parce qu'en fait, le Rohan est très différent du Gondor. Mais je comprends même pas les motivations de Sauron en fait. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit sur en fait, il y a une volonté de détruire ce qui est unique. Sauron, c'est le mondialisme, je sais pas quoi et tout. Et ça, en fait, c'est faire une lecture du Seigneur des Anneaux, qui est un peu la lecture qui est faite à l'extrême droite, qui est de dire dans le Seigneur des Anneaux, il y a un espèce de truc isolationniste, comme si le Seigneur des Anneaux avait été voulu et pensé par Tolkien comme une œuvre qui disait chacun dans son coin, chaque race de son côté, on est tous bien séparés, surtout ne vous mélangez pas et tout. C'est complètement le contraire qui est défendu tout le long de l'œuvre. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre anti-isolationniste. Au début, Frodon, comme Bilbon d'ailleurs, veut ignorer le reste du monde. Il veut ignorer les mauvaises nouvelles et rester chez lui. Mais finalement, il se rend compte que la comté ne sera pas épargnée par ce qui se passe. Il ne peut pas échapper au reste du monde. Et c'est toute l'histoire raconte ça. C'est que tu peux pas rester dans ton petit coin, dans ta petite ville et dire « Ah, ça c'est la France, on va rester dans nos frontières et on s'en bat les couilles de ce qui se passe chez les autres. » Tu peux pas croire en fait que tu vis isolé du reste de l'humanité. Le message de Tolkien, c'est de dire en fait, à un moment donné, on doit ensemble se réunir, se comprendre, s'écouter et essayer de marcher ensemble pour changer le monde et faire en sorte justement d'échapper à ce mal qui nous menace, et ce n'est possible qu'en se soutenant et qu'en écoutant ceux d'à côté. C'est le Gondor appelle à l'aide, oui, et le Rohan répondra. Oui, le Gondor appelle à l'aide, le Rohan répondra, on s'allie, on marche ensemble. Le Rohan, le Gondor, les elfes, les ents, les nains, tout le monde doit s'unir pour mettre fin à ces putains de querelles nationalistes qui vont nulle part et comprendre que leurs vies sont interconnectées et qu'il n'y a que en avançant ensemble qu'ils vont réussir à changer le monde. Chez Tolkien, c'est hyper clair dans l'œuvre, tout tient à la communauté. Mais c'est pas à sa propre communauté, c'est pas genre ma communauté, c'est moi et les gens qui sont nés là où je suis né. Justement, c'est au contraire. Tout le film et tous les livres nous disent on ne fait communauté qu'en allant vers l'altérité, la différence, les gens qui ne sont pas comme moi, et en prenant la capacité de les comprendre. C'est tout le principe de la communauté de l'anneau, le principe de l'amitié entre Legolas et Gimli, entre les hobbits et les hommes, etc., etc. En vrai, on ne surmonte rien en combattant seul, et un combat n'est juste que s'il n'est pas fait pour soi. Et il y a un professeur de littérature qui s'appelle Vincent Ferré, qui est professeur de littérature générale et comparée à la Sorbonne, qui a travaillé sur Proust mais aussi sur Tolkien, et qui dit à propos de Tolkien que donc il y a quand même consacré 20 ans de sa vie, le Seigneur des Anneaux n'est pas un roman qui fait l'éloge de la guerre ni de l'affrontement entre deux camps. Tolkien, il fait plutôt celui de l'apprentissage, de la différence et de la tolérance. Et je trouve que c'est hyper net dans l'histoire. La communauté de l'anneau, c'est des gens qui viennent d'endroits différents, qui ont des raisons et des motivations différentes, et qui prennent le temps de s'écouter, de faire attention les uns aux autres, qui placent l'intégralité de leur confiance, non pas dans le plus fort, mais techniquement dans le plus faible du groupe, parce qu'ils savent que, en fait, lui, il est capable de faire quelque chose que elles et eux ne peuvent pas faire, et en faisant ça, il décale totalement la structure hiérarchique de ce qu'est réellement la force dans ce monde-là, puisque finalement, la force, ça devient plus être celui qui tire le plus vite à l'arc ou celui qui est le plus fort à l'épée, et c'est totalement une autre histoire qu'on nous raconte. Sur des commentaires sur certaines de leurs vidéos, on voyait des gens plutôt à gauche qui pensaient que Tolkien était un auteur d'extrême droite, comme quoi leur discours débile commence à faire des petits mèmes chez nous. Sur le fait que Tolkien est un auteur d'extrême droite, là, à nouveau, moi je pense que, attention, quoi, je veux dire, faut pas dire n'importe quoi. Je comprends pourquoi le système de race qu'il a construit et tout peut sembler gênant, surtout, qu'on peut le comparer à une pensée eugéniste et tout. Mais faut bien situer Tolkien dans les années 50 et comprendre que Tolkien est quelqu'un qui s'oppose profondément de son vivant au racisme, à l'apartheid et à l'eugénisme. Dans les années 50, c'est une des rares personnes,
public a condamné la ségrégation et l'apartheid. C'est pas si commun que ça, hein. Surtout pour un blanc et un anglais, hein. Il condamne publiquement la politique d'apartheid en Afrique du Sud dans son discours d'adieu à l'université d'Oxford en 1959. Donc au moment où le mec quitte son poste auquel il a dédié l'intégralité de sa vie, il va parler de l'apartheid pour le condamner. Ce serait un wokiste, hein, aujourd'hui, exactement, hein. Ce serait un type où on dirait attendez, qu'est-ce qu'il a dit là c'est un islamo-gauchiste ou je sais pas quoi, hein. Et donc dans son discours d'adieu, il dit « J'ai la haine de l'apartheid dans chacun de mes os, et par-dessus tout, je déteste la ségrégation et la séparation de la langue et de la littérature. » On repassera pour le racisme quand même. C'est aussi quelqu'un qui, dans les années 30, s'oppose au nazisme à une époque où finalement il aurait pu y adhérer. Et donc il y a une anecdote célèbre, quelqu'un en parlait tout à l'heure. En 1938, il y a des éditeurs allemands qui veulent publier le Hobbit. Ils trouvent ça vachement bien. Il y a le mouvement, je crois que ça s'appelle le mouvement Folkish, à ce moment-là, qui se développe, où il y a une réutilisation des contes et légendes d'Europe du Nord par le nazisme et les nationalistes qui s'en emparent pour construire une espèce de mythologie ultranationaliste et raciste. Et ils voient dans l'œuvre de Tolkien, dans le Hobbit, un truc qu'ils pourraient instrumentaliser. Donc ils contactent Tolkien et ils lui disent « On veut les droits ». Sur le moment, Tolkien, il est là, il dit « Ouais, ok, quoi ?» Il regarde et il voit qu'avec les droits, on lui demande aussi un certificat d'arianité. Donc, en gros, un certificat pour prouver qu'il n'est pas juif. Tolkien, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a des origines allemandes, qui a un nom à consonance allemande, et qui pourrait parfaitement jouer le jeu. Et aujourd'hui, on dira, mais c'est un entrepreneur, c'est normal, il fait son business, il a pas vraiment soutenu, il a juste vendu les droits de son livre et tout machin. Et en fait, il va écrire une lettre, Tolkien, qui va faire passer à son éditeur sur le sujet, où il dit « Cher monsieur, merci pour votre lettre. Je ne suis pas certain de bien saisir ce que vous entendez par arien. Si je comprends bien, vous vous demandez si j'ai des origines juives. Et je ne peux que regretter de ne pas avoir d'ancêtres parmi ces gens talentueux. J'ai pris l'habitude de considérer mon nom allemand avec fierté, y compris après cette regrettable Première Guerre mondiale où j'ai servi dans l'armée anglaise. C'est très fort parce qu'il leur renvoie le miroir de leur propre haine, hein, en mode « Vous avez tué mes amis dans les tranchées et pourtant j'ai pas honte de porter un nom allemand et vous me demandez un certificat d'arianité ou je sais pas quoi alors que vous persécutez des gens qui ne vous ont rien fait. » Il ajoute « Je ne peux toutefois m'empêcher de remarquer que si des requêtes aussi impertinentes et stupides deviennent la règle en matière de littérature, un nom allemand ne sera bientôt plus une source de fierté. » Donc vraiment, il leur met une balle, hein, et dans la foulée, il écrit à son éditeur « Personnellement, je devrais être enclin à refuser de fournir une quelconque déclaration et laisser en plan toute traduction allemande. Dans tous les cas, je devrais fortement m'opposer à ce que de telles déclarations soient imprimées. J'ai beaucoup d'amis juifs et devrais regretter de donner le moindre soupçon à l'idée que je puisse souscrire à une théorie des races aussi totalement pernicieuse et non scientifique. » On est en 1938, hein. C'est pas comme si s'opposer à la pensée eugéniste et tout, c'était si commun. On a quelqu'un qui va littéralement assumer de s'opposer ouvertement au nazisme et qui en plus s'inscrit dans un refus de la pensée raciste et eugéniste. Tolkien, je dirais pas que c'était un antifa, mais en tout cas, quand lui, il a été confronté au fascisme, il n'a pas tremblé des genoux, il savait où il se positionnait. En 1941, il écrit à son fils Christopher à propos d'Hitler et de l'appropriation de la mythologie nordique par les nationalistes. « J'ai dans cette guerre une rancune personnelle et tenace envers ce petit excité imbécile qu'est Adolf Hitler. Il détruit, pervertit, souille et maudit à jamais ce noble esprit des hommes du Nord, une contribution inestimable à l'Europe que j'ai toujours aimé et essayé de présenter dans sa véritable lumière. » Il s'oppose au racisme, il insulte Hitler, il envoie chier les fachos, il est solide. Franchement, il est solide, hein. Mais c'est vrai que Sauron, il y a un côté mal pour le mal, ouais, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, comme l'autre, Tolkien, il est ultra catho, il va à la vérité qui est dérangeante de se dire que oui, le mal pour le mal existe. T'as des gens qui naissent, qui sont méchants, mauvais, et en fait, t'as beau vouloir qu'ils aient une rédemption, vouloir qu'en fait, ils se rendent compte que ils font des trucs extrêmement abusés, ça ne marchera pas jusqu'à la fin. C'est fou, pardon, mais c'est fou. Tous les bouquins te disent que personne n'est le mal pour le mal ou le bien pour le bien et que tout est déterminé par les choix des individus. Et justement, c'est le fait de choisir ou non qui définit le bien ou le mal de quelqu'un. Le fait de choisir l'anneau fait que tu es le bien ou le mal et de dire, ben voilà, Boromir cède à la tentation de l'anneau, il bascule du côté du mal, et pour autant il bascule pas 100% du côté du mal, il essaye de se racheter après, il perd la vie, mais il revient un peu du côté du bien. Faramir est tenté par l'anneau, on se dit il va peut-être trahir et tout, et finalement il passe du côté du bien. Comment ils en arrivent à oui non mais tu n'es mauvais, nanani, manachin, etc. et tout. Dans la version socialisante et humaniste des choses, en fait, si le mec a pris ce chemin, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ça ne peut pas être quelque chose d'originel. Oui, oui. Mais Papacito,
Ce qui est impressionnant, moi je trouve, c'est cette capacité à dire l'inverse de ce qu'il disait la seconde d'avant. Et ça, pour moi, c'est le marqueur des vrais cons. C'est vraiment ce truc où le type, il est là, il parle en continu, et il dit tout et son contraire, et à aucun moment, il y a cette espèce de petite étincelle quelque part qui se dit « Peut-être que ce que je dis, c'est un petit peu con. » Papacito, vraiment, si on prenait tous les idiots du village, du monde, et qu'on leur disait « Eh les gars, on vous fait votre endroit à vous, ce sera votre village. » Eh bien, je pense que Papacito... ce serait quand même lui l'idiot du village. Il y a vraiment un côté où la parole traverse son corps sans passer par le cerveau dans une espèce de diarrhée incontrôlable, c'est spectaculaire. Ça se voit que lui-même, il est surpris d'être aussi con en s'écoutant parler. Il est là, le type. Il dit des trucs, et tu vois que ses yeux s'écarquillent à mesure qu'il dit de la merde. C'est pour ça qu'il a des lunettes, je pense, hein. C'est pour cacher ses yeux ébahis, parce qu'il se dit « Oh putain, c'est pas vrai, je suis pas en train de dire ça, je suis pas en train de dire ça, je suis pas en train de dire ça. » Et il essaie de rattraper cette merde verbale qui lui sert de pensée et qui lui dégouline de la bouche en permanence. Il est là, il y met les mains, il fait comme il peut. Et il y arrive pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'en foutre plein les doigts. Il est recouvert entièrement de cette stupidité. Il en a de la tête aux pieds. Et c'est pour se faire une espèce de contenance. Je pense qu'à un moment donné, sa seule manière d'exister, de garder une petite dignité, c'est de se dire « Ah non, mais j'en ai partout, mais je l'ai fait exprès. » C'est de l'humour, en fait. C'est de l'humour. Parce que je pense qu'à ce niveau, il peut rien faire d'autre. Il est obligé de s'habiller de sa stupidité. Il doit s'en faire une personnalité. Parce qu'il sait qu'à un moment... il n'y a aucun moyen d'arrêter l'incontinence de sa propre pensée. Il me fait un peu penser, vous savez, à ces espèces de vieilles stars merdiques, là, qu'on voit tout le temps sur TPMP en train de s'humilier, qui savent que, en fait, leur seul moyen de continuer à garder un petit peu de, d'attention, à continuer d'attirer les projecteurs et les caméras, c'est d'aller sur TPMP, vous savez, genre Francky Vincent, et de dire, tout ce qui me reste, c'est de me mettre des pattes dans le slip et de faire la danse des canards. Mais le truc... c'est que ces stars-là, c'est tout ce qu'il leur reste. Là où Papacito, le début de sa carrière et l'ensemble de sa carrière, on peut le résumer à ça, en fait, à faire la danse des canards avec des pattes dans le slip. À la fin, on a un truc où on a un type qui est dans une espèce de mise en scène de lui-même, dans un spectacle qui est, soyons honnêtes, assez humiliant dans sa connerie, parce que les gens disent « Ah, il est outrancier, etc. » et tout, mais il est profondément con, quoi. Il est profondément con. Et il a eu ses 2 minutes de gloire sur YouTube avec ça. Il s'en est fait un spectacle. C'était sa seule manière d'être, c'était ça, tu vois. Mais à un moment donné, il a jamais eu, je veux dire, plus d'attention qu'un chien qui pète ou qu'un type qui joue de la flûte avec son nez sur YouTube. Ça lui a donné son petit moment. Et aujourd'hui, il sait quoi ? Il sait que c'est fini, quoi. Que s'il arrête d'être invité par le Raptor, s'il arrête d'aller chez son pote là qui fait de la muscu et tout, il disparaît en 2 secondes. Donc, au fond, ce qui lui reste pour moi, c'est sa stupidité. Il sait qu'on l'invite pour ça. Il sait que s'il vient, c'est parce que ses copains fachos, ils veulent qu'il dise de la merde. Il veut qu'il soit là, qu'il dise une horreur, qu'il fasse un bad buzz. Et en fait, c'est leurs petits singes qui font danser en lui lançant des cacahuètes. Allez, tu viens, Papacito, va dire un truc raciste, va dire un truc sexiste et tout. Ah, ça nous fera des vues, ça nous fera du bad buzz. Mais comme ça, on n'a pas à les emmerder. C'est lui qui les prend. Et je pense qu'il en est conscient à la fin. Hein. Mais il est obligé de continuer à s'agiter, à dire de la merde de cette manière-là parce que c'est tout ce qui lui reste. Il sait tout ce qui lui reste, parce qu'au final, dans sa carrière morte-née, il n'aura jamais été rien d'autre qu'un espèce de bouffon misérable au service du racisme, faute d'avoir de l'humour. Et il sait bien qu'un jour, il va être remplacé par un autre type, un type qui sera plus jeune, un type qui sera plus con, plus outrancier, et qu'à ce moment-là, le téléphone arrêtera de sonner, parce que les autres, pourquoi est-ce qu'ils continueraient à l'inviter ? Ils l'aiment pas. Moi, je pense que les autres fachos ne l'apprécient pas. Et là, il restera là, tout seul, chez lui, en slip, dans le grand silence de son appartement, à s'écouter parler tout seul, à supporter sa propre diarrhée verbale sans que plus personne ne fasse semblant de rire à ses vannes, et ça remplira la pièce, vous savez, ça s'entassera, jusqu'à ce qu'il finisse noyé dans la triste et inéluctable fin d'un homme dont la pensée n'aura été qu'une espèce de fosse septique. Voilà, c'est mon avis sur Papacito. Faites avec Papacito, tout seul, en slip, à parler et à essayer de se faire rire. Ah, j'en peux plus. J'ai lâché la rampe, je peux pas. Je pense que je pourrais pas faire plus. C'est monté là, j'ai eu un moment de nerfs.
C'est de la vraie colère. Écoutez, je sais pas si je finis. J'en ai marre, il est 15h et franchement, j'en ai plein le cul. Je pense que ce qui sort de cette vidéo au final, c'est que ces types sont des gratteurs de buzz qui viennent se coller comme des mouches à merde sur tout ce qui marche au moment où ça marche, en espérant péniblement qu'on leur accorde encore un peu d'attention et continuer à avoir le moindre intérêt. C'est des gens qui, je pense, ne sauraient pas faire grand-chose d'autre. Ils ont une médiocrité intellectuelle qu'ils appliquent à l'intégralité de ce qu'ils font. C'est assez impressionnant de voir à quel point ils sont même pas capables de regarder un film. Là, on parle quand même de 3 films hyper distrayants, tout à fait regardables d'un bout à l'autre, c'est marrant, très explicites dans leurs propos, c'est facile, quoi. Il y a pas de niveau de lecture. Matrix, tu peux te faire embrouiller quand même, il y a des niveaux de lecture et tout, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même simple. Ils arrivent à foirer ça, franchement. Ce niveau d'analyse qu'ils sont incapables d'avoir sur un film, je veux dire, ça s'étend à tout. Ils sont incapables de penser à quoi que ce soit. Et ne dites pas, ah, c'est de l'humour, ah, c'est pour rire, etc. C'est pas des humoristes. C'est pas des humoristes. C'est pas drôle. Il y a pas de vanne. C'est pas marrant. Simplement, faute d'être capable de produire une pensée politique construite, analytique, qui s'appuie sur des faits, parce que les faits ne vont pas dans leur sens, bon, bah, ils jouent de l'outrance, ils jouent d'un côté un peu polémiste, qui dit des horreurs et tout, mais à la fin, ils sont quand même en train de défendre un avis, une opinion, une pensée sur le monde, et cette pensée, elle est d'une faiblesse, c'est spectaculaire. Et aux personnes qui les suivent, moi, je vous dis, mais faites mieux. C'est pas possible d'aller suivre des gars pareils. C'est misérable. Après, malheureusement, je pense que tous les fachos d'Internet, c'est les mêmes. Et tous les fachos en général, c'est les mêmes. Parce que pour adhérer à cette pensée, moi, je veux bien défendre plein de trucs systémiques, tout ce que tu veux, la place que tiennent les discours sécuritaires dans la production d'imaginaire raciste et tout. Et c'est pas pour excuser, hein, c'est pour expliquer. Mais arrive un moment, tous les types aujourd'hui qu'on voit à la télé, Zemmour, c'est la même catégorie de personnes. C'est la médiocrité. C'est une pensée médiocre et d'une très, 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 très grande faiblesse. Quand vous comparez aujourd'hui ce que proposent les contenus de divertissement de droite avec ce que proposent les contenus de divertissement de gauche, allez voir, si vous êtes un rageux facho, je sais pas quoi là, la vidéo du Bolchegeek sur Le Seigneur des Anneaux après avoir regardé ça. Je suis désolé, vous verrez, c'est incomparable. Mais j'insiste sur le fait que c'est con. C'est complètement con, ce n'est pas drôle, c'est pas amusant, c'est pas edgy. Moi, on m'a toujours présenté le Raptor et Papacito, ah, c'est des mecs edgy qui disent tout ce que tout le monde pense tout bas, etc., machin et tout. Alors, si vous pensez ça tout bas, je suis désolé de vous le dire, vous êtes con, mais vous êtes con comme une bite d'amarrage. Faites autre chose de la vie que penser. Franchement, trouvez-vous une activité avec les mains, faites du jonglage. Donc voilà, mon message final, c'est ça, c'est... j'espère peut-être, voilà, qu'un facho perdu arrivera à la fin du replay. Je vais peut-être mettre la VOD sur YouTube, je pensais pas le faire, mais peut-être que je vais l'y mettre. Et dire à ces gens, mais si les personnes que vous suivez n'ont pas le minimum de rigueur et de compréhension pour regarder un film aussi simple et explicite que Le Seigneur des Anneaux, comment vous pouvez les croire, les écouter sur quoi que ce soit d'autre? Comment vous pouvez continuer à suivre le Raptor dans ses conseils sur comment réussir sa vie et comment faire sa vie et patati et patata? Comment vous pouvez continuer à suivre Papacito? Regardez ces types pour ce qu'ils sont. C'est des crétins qui ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait de leur existence. Que dalle. En tout cas, s'il vous plaît, quand vous parlez de Papacito et le Raptor, ne dites plus jamais que soi-disant c'est de l'humour et que ça peut être un peu drôle ou edgy ou je sais pas quoi. Franchement, moi je pense qu'il faut qu'on commence à en parler pour ce que c'est, quoi. Il faut dire, ouais, c'est des gros cons. Ah, tu suis ces 2 gros cons. Ah, t'écoutes ces 2 gros cons. Ah, t'aimes les discours stupides et vides. D'accord, ok, c'est ce que t'aimes et tout. Faut mettre un peu de shame sur le fait de regarder ce genre de trucs. Moi, le nombre de gens qui viennent me dire « Non, mais Papacito, bon, c'est vrai qu'il est raciste et tout, mais il est un peu drôle quand même et tout. » Genre, je suis désolé, mais si tu trouves ça drôle, t'es un peu une merde aussi, quoi. T'es une merde aussi. Tu te fais un petit peu comme ça. Comme je disais tout à l'heure au gars qui est venu chier son commentaire pourri dans le chat, à un moment donné, tu deviens un petit morceau de laitron toi-même. Donc choisis. C'est un choix dans la vie. T'es pas obligé d'être un petit morceau de laitron. Tu peux faire mieux que ça. Bon, écoutez, un énorme merci pour le soutien comme d'habitude. On se retrouve mercredi, interview avec Raz. S'il vous plaît, soyez nombreux et nombreuses. Accueillons nos invités de Twitch, faisons du bruit. Faisons-nous connaître un petit peu, là. J'ai besoin de vous, là, pour faire un effet de masse, comme si on était les Rohirrim chargeant Minas Tirith. On se retrouve mercredi. Merci beaucoup. Ciao!